Quelques questions? Alors, je propose aussi, comme répondant, évidemment, mais les deux personnes qui ont animé les tables rondes. Voilà. Bonjour, Didier Bonin, ergonome, B2 Conseil à Thémis. Moi, je voulais revenir sur le rapprochement de certaines choses qui ont été dites sur la frénésie réglementaire et sur l'idée qui a émergé quelquefois l'idée de valider en maladie professionnelle certaines formes de troubles psychosociaux. Moi, il me semble, pour moi en tout cas, c'est une mauvaise bonne idée. Tout dépend aussi de ce qui est visé. Alors, c'est sûr qu'on peut imaginer que ce qui est visé, là, c'est la compensation et la comptabilisation. Mais pour ça serait sans doute un bon outil. Mais moi, il me semble qu'on a assez dit dans la journée que le côté quantophrénique, frénésie de dénombrement, l'évaluation par le nombre ne servait pas à la reconnaissance du travail réel, mais du coup ne servirait pas, de mon point de vue, à la reconnaissance des causes réelles des TPS. C'est vraiment un vrai problème, sans parler de la difficulté technique, évidemment, pour évaluer ce type de troubles. Par ailleurs, ça risque fort de figer les évolutions positives actuelles en focalisant sur l'aspect coût de la non-santé, finalement. Et donc, il me semble que tout ce mouvement qu'on essaye d'initier, notamment par cette journée, pour faire de la santé une ressource de la performance, ça me semble être à l'envers de cette idée qu'en focalisant sur le coût, on passe à côté, évidemment, de l'aspect ressource pour la performance. Derrière ça, il y a des enjeux de politique économique nationale et locale pour pouvoir peut-être un jour changer de modèle et aller vers un modèle économique compatible avec les enjeux environnementaux, climatiques, etc. Donc tout ça, à mon avis, relève d'une très mauvaise bonne idée. J'entends la très mauvaise bonne idée ou la très bonne mauvaise idée. Moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent sincèrement sur cette reconnaissance à plusieurs titres. Alors j'entends que la réflexion n'est pas aboutie, j'entends qu'elle risquerait d'apporter des frustrations si toutefois on n'arrive pas à la définir correctement et si la définition n'est pas suffisamment large et que du coup certains salariés ne pourraient pas y rentrer à l'intérieur et se retrouveraient dans une situation où ils sont dans un no man's land, on va dire, ou en tout cas pas reconnus. J'entends, mais en même temps pour ceux qui sont vraiment dans cette situation, ne pas le reconnaître, moi, ça m'interpelle. Voilà, je ne dis pas que c'est vers ça qu'il faut aller, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse ensemble, d'ailleurs, parce que je pense que la réflexion, elle est à mener. Et puis, d'autre part, et là, c'est peut-être plus la législatrice qui va parler, peut-être, mais le nombre d'arrêts maladie qui sont pris en charge par la branche générale, alors que la branche maladie et pas par la branche AT-MP. Voilà. Mais là, c'est la finance, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous occupe quand même un bon moment dans l'année parlementaire, qui me fait titiller. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a cet aspect-là, financier. Après tout, pour quelle raison la branche générale maladie devrait prendre en charge des dépenses qui sont dues à la maladie professionnelle? Mais ça ne doit pas être ce qui nous guide, parce que ce n'est pas l'aspect financier qui doit nous guider, l'aspect de la reconnaissance doit primer. Mais j'ai quand même un petit peu ça dans un petit coin de ma tête. Je vais apporter, moi, parce qu'on a un peu échangé et on était manifestement en désaccord, mais on ne voulait pas le manifester, parce que comme on était devant, ça se serait vu. Ça n'aurait pas été top, quoi. Enfin, ça aurait perturbé le débat. Je suis à la fois en désaccord total avec la conclusion que vous en tirez, mais en même temps, je m'interroge sur des points sur lesquels je suis prêt à vous rejoindre là-dessus. Et c'est toute la question, moi c'est ce que j'avais prévu éventuellement de dire en conclusion, c'est même pas une conclusion, c'est comment on passe de la santé au travail, et ça, là-dessus, je vous rejoins, mais tout en gardant quand même présent l'esprit qu'il faut aussi une forme de justice sociale, parce qu'on ne va pas nier, c'est un peu l'exemple qui s'est passé avec la pénibilité. La pénibilité, on dit, d'accord, à partir de maintenant, à partir de l'entrée en vigueur de la loi, on va prendre toutes les expositions. Par contre, tous ceux qui ont été exposés, qui ont 58, 59 ans et qui en ont bouffé, vous, désolé, vous repasserez la prochaine fois. Bon. Et résultat, on voit aujourd'hui, moi
je siège au Conseil de prud'homme de Paris, je vous invite à y venir. Le nombre de licenciements pour une aptitude médicale de gens qui ont entre 55 et 60 ans, il a littéralement explosé. Il y a des chiffres qui sont sortis, il y a une région qui le fait, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Je vous invite à le regarder, il publie tous les ans les chiffres, c'est absolument ahurissant. Bon. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est pas parce qu'on rentre par le facteur de risque ou on rentre par la santé qu'on va résoudre les problèmes du travail. Et ça a été très très bien montré aujourd'hui, et je pense qu'il faut en prendre acte. Et précisément, les facteurs de risque psychosociaux sont justement le cas où il faut renouveler la prévention, sortir du cadre, parce que si on rentre par le facteur de risque, c'est foutu, on n'y arrive pas. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a écouté Christophe et tous les exemples qui ont été donnés ensuite, je parle là pour ma table ronde, mais c'était le cas pour l'ensemble, je pense, des interventions, on voit bien comment se dessinent les formes de rentrer par le travail, mettre le travail en débat, et manager en ayant une autre vision que les chiffres, etc. Tout ça, c'est bien. Moi, j'approuve. Mais si j'écoute aussi ce qu'a dit Marie Peset, il y a quand même des gens qui souffrent. Et même si on fait tout ça bien, tout ce qu'on a dit, Christian l'a fait remarquer à juste titre, il y a quand même des gens qui souffrent. Et alors ceux-là, on les oublie. Non, enfin, soyons sérieux. Rendons quand même justice à ceux qui, précisément, sont sortis du système et ils souffrent. Et moi, je trouve absolument scandaleux, il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé pour vous, Madame Pouche, mais c'est pas vous qui... Je sais très bien que vous y êtes pour rien, mais je vais contredire ce qui a été dit ce matin, par vous et par l'institution que vous représentez. C'est absolument anormal qu'il n'y ait que 300, alors qu'on sait que ça explose, cas de maladies professionnelles reconnus pour des facteurs de risque psychosociaux. Ça ne représente pas la réalité. Disant cela, je pense qu'on ne peut pas ignorer non plus que, parce que c'est la même chose pour les TMS, alors d'un point de vue comptable, je comprends que les employeurs et les entreprises et le gouvernement n'aient pas trop envie d'ouvrir la boîte de Pandore, parce que si on crée les 3 tableaux sur l'anxiété généralisée, le syndrome post-traumatique et la dépression, il va y en avoir 2 fois plus ou 3 fois plus que pour les TMS. Et les TMS, aujourd'hui, c'est les 51 000, c'est à 87%. Les 51 000 maladies professionnelles reconnues, à 87%, je crois, si mes chiffres sont bons, de 2014, ce sont des TMS. Donc vous imaginez ce que ça sera si c'est... Voilà. Je n'ignore pas que parce qu'on a reconnu les TMS, on n'a pas du tout progressé sur la prévention. La preuve, c'est qu'il y en a toujours autant. Donc ce n'est pas la bonne porte d'entrée. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la bonne porte d'entrée qu'il ne faut pas les reconnaître. Bon, cela étant, ça nous éloigne du sujet et de ce que voulait Sandro. Parce que... Ouais, surtout... Comme François a basculé du côté de l'intervenant, du coup, je me permets de prendre le rôle d'animateur. Parce que l'objet de la discussion, c'était de voir aussi comment ça nous donne envie aussi les questions de débat, effectivement, c'est créer ces lieux-là pour que ces débats puissent avoir lieu, mais peut-être c'est pas ici en fin de journée comme ça. Sur les initiatives. Mais sur les initiatives. Sur les initiatives. Moi, je peux dire un mot? Oui. Et ensuite, du coup, je fais intervenant. Hein. L'occasion est trop. Parce que ensuite, je sais que Pascal Bandu, autour de son projet, souhaitait peut-être aussi dire un mot pour le présenter, éventuellement chercher aussi j'ai bien compris, des partenariats ou des formes aussi de coopération avec d'autres personnes. Donc peut-être je vous passerai la parole pour faire aussi cette présentation qui me paraît tout à fait intéressante. Moi, sur les initiatives, je m'y inscris bien volontiers. Je trouve qu'elles sont, de toute façon, sans avoir vu ce que tu allais raconter, c'est exactement les 2 points que j'aurais développés, si on avait eu un peu plus de temps. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à la vertu du débat public, et je pense que ça, c'est absolument important, et du débat public qui mêle des professionnels, de la société civile et des politiques. Je crois que ça, là-dessus, et des usagers. Je rajouterai peut-être une catégorie, mais elle peut se reconnaître dans plusieurs de celles que j'ai nommées. Je crois que ça, c'est absolument fondamental. Je ne vois pas comment... Parce que, si je reviens sur mon exemple de la prévention à l'instant, sur la prévention classique par facteur de risque, on voit bien l'intervention du législateur ou de la puissance publique, c'est-à-dire il suffit d'interdire l'amiante, on a mis le temps, mais une fois qu'on a fait, on a quand même avancé sur la prévention. Sur le bruit, les rayonnements ionisants ou tel CMR, c'est relativement facile. On ne va pas interdire le travail, on est déjà assez dans la merde comme ça. Bon, voilà. Or, on sait que c'est... Voilà, donc on ne peut pas... l'intervention du législateur par la mode traditionnelle de la réglementation de la législation, on va quand même être très court par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc je pense que c'est par la vertu des débats publics que l'on peut y arriver. Moi, j'avais juste une suggestion, c'est que on l'a fait créer sous une autre casquette qui est celle des victimes de l'amiante, un groupe parlementaire d'études à l'Assemblée, puis il y en a un qui s'est créé au Sénat.
Moi, je pense qu'un groupe parlementaire d'études sur le travail, et je dis bien sur le travail et pas la santé au travail, parce que sinon on va se retrouver dans le même piège, mais sur la question du travail, elle permettrait aussi peut-être d'avoir des politiques qui finissent par s'intéresser à cette question-là pour sortir simplement de la question de la santé au travail et de la question de l'emploi. Et donc, voilà, c'est une suggestion modeste que je fais et je m'en arrête là. Pascal, est-ce que vous voulez bien prendre le micro? Peut-être une suggestion qui va compléter la réflexion et pour vous montrer que c'est vrai que la sphère politique ne voit pas vraiment le lien entre emploi et travail. Au Sénat, il y a plusieurs commissions, dont la commission des lois. À la commission des lois, on parle du travail, mais du coup, sous l'aspect code du travail, formation professionnelle. Mais quand il s'agit de l'emploi, c'est la commission des affaires économiques. Donc les textes qui touchent à l'emploi nous échappent. Et les textes qui touchent au travail, donc à la réglementation du travail, passent par notre commission. Donc là aussi, peut-être qu'il y a une réflexion à mener sur le lien. Peut-être que ce groupe d'études permettrait ça. Je sais pas. Voilà, c'est quand vous avez dit ça que ça m'y a fait penser. Voilà. C'est pour ça que je fais cette suggestion. Je rebondirai sur ce qu'a dit Marie Peset concernant donc un projet que nous avons depuis à peu près 2 ans maintenant, qui est la volonté de créer un centre d'accueil pour accompagner les personnes qui sont en souffrance par le syndrome d'épuisement professionnel. Tous les jours, il y en a qui tombent, on le sait, dans différents secteurs, dans le secteur médico-social, dans le secteur industriel, les cadres et les non-cadres, sans parler des agriculteurs, où là, ils sont seuls et on sait quelle est l'issue qui, a priori, est souvent fatale pour eux. L'objectif, donc, c'est de construire ce centre territorial qui, aujourd'hui, est plutôt ciblé en région PACA. Pourquoi la région PACA? C'est parce que j'y suis. Et tous les créateurs, enfin, tous ceux qui ont participé à ce projet sont issus de région PACA. On a rencontré un certain nombre d'élus. On a bien sûr rencontré Marie Peset qui nous soutient dans cette approche-là. Beaucoup d'élus, de sénateurs, de députés, d'élus territoriaux nous appuient pour ancrer le projet au niveau territorial, sachant que c'est une première. Il n'en existe pas en France en prévention secondaire. Et en fait, on essaye d'appuyer et d'asseoir cette complémentarité en termes de prévention primaire, prévention secondaire, pour essayer d'apporter un soutien aux gens qui sont en pleine souffrance. Ce projet, donc, qui s'appelle le domaine du Phénix, donc si vous souhaitez plus d'informations par la suite, soit vous vous adressez à Thémis, soit vous vous adressez via le réseau Souffrance et Travail avec Marie Peset. Je vous donnerai un certain nombre d'informations. Mais aujourd'hui, on est confronté à pas mal de difficultés au niveau pour l'obtention en fait, de l'agrément de santé à titre expérimental, puisque c'est ce que l'on souhaite. Dernièrement, on vient d'avoir un retour de la ministre du Travail, Madame El Khomri, qui nous renvoie sur la directe que l'on avait déjà vue l'année passée, qui ne nous avait pas suivis parce qu'elle n'avait a priori pas le pouvoir. Donc voilà, donc on se cherche un petit peu, ou tout au moins il se cherche, c'est un peu une patate chaude. Voilà, donc aujourd'hui on va retourner voir la direction générale de la directe, PACA, pour aller plus loin dans ce sens-là. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de mettre en place ce type de centre d'accueil. Ça existe dans un certain nombre de pays nordiques et il n'y a pas de raison que ça n'existe pas en France. Qu'est-ce que l'on attend? Nous, on n'est pas du tout, notre combat n'est pas dans une reconnaissance comme maladie professionnelle. Ce n'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est d'apporter un soutien aux gens qui souffrent et il faut aller vite parce que c'est crescendo. Et ensuite, et dans la mesure où aujourd'hui on ne fait rien, ils se retrouvent en tertiaire, en clinique psychiatrique. Donc, ce n'est pas le but, c'est aussi un coût économique, donc c'est de la prévention, il faut absolument que ça se débloque pour essayer de trouver une solution à cette situation bloquée. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Parce que c'est important que ce type de centre, au-delà de soigner les gens
qui sont en grande situation d'épuisement, pourraient aussi servir de lieu de séminaire pour les chefs d'entreprise de la région, de lieu de formation pour les familles qui ont un membre atteint par l'épuisement professionnel, pourrait devenir un centre pilote pour l'essai des thérapeutiques. Nous avons un psychiatre qui est en train de faire le CES de psychopatho du travail, qui est disponible. Simplement, un centre s'ouvre en Suisse et on va nous le piquer. Nous avons des thérapeutes manuels de très haut niveau qui sont prêts à y travailler. Nous sommes prêts à y faire des formations. Quand est-ce que les pouvoirs publics vont au moins donner les autorisations? Ça devient ubuesque, cette affaire. Je voulais rajouter à cette proposition de domaine du Phénix 2 propositions, Sandro, si ça te va. 23 millions de salariés et donc ce groupement d'intérêt humain qui va mettre en place à ma demande des formations pour le salarié de base. Car ce que nous constatons dans les consultations, c'est la très grande faiblesse du salarié français qui rentre dans le monde du travail sans connaître ses droits, ses devoirs, les lois. On a vu ce matin que les chefs d'entreprise réalisent qu'ils ont une obligation de sécurité de résultat quant à la préservation de la santé physique et mentale. Partout, il y a ce manque de formation. Donc, mettre en place des formations de terrain, alors là, plus qu'en territoire et même en quartier, pour les jeunes qui démarrent dans le monde du travail et pour les autres, pour qu'ils sachent un peu mieux comment convoquer les bons acteurs dans l'entreprise ou aller consulter plus précocement, serait un vrai travail de prévention. Et par ailleurs, pour pas qu'on éparpille nos forces, parce qu'il se crée beaucoup de choses qui remontent des territoires, moi, je vous proposerais, avec nos super webmasters, de faire une page Facebook qui mette en visibilité tout ce qui se crée autour de cette notion de travail, avec les bons mots-clés de référencement sur Google, pour que le salarié qui cherche ne soit pas éparpillé sur 36 associations ou lieux différents. Voilà mes 2 propositions concrètes. Former le maillon faible, le salarié français, qui est aussi le maillon qui peut faire avancer les choses, et une page Facebook collective. Oui, je voulais rajouter un point au niveau de la structure juridique du domaine du Phénix. Aujourd'hui, c'est une association de préfiguration qui a pour objectif de se transformer en SIC, donc en société coopérative à intérêt collectif. Et vous savez qu'une SIC, la gouvernance est gérée par collège. Et on espère intégrer dans chacun des collèges, enfin un collège de représentants des salariés, un collège de médecins, d'universitaires, un collège d'entrepreneurs, un collège d'institutionnels, tout ça pour essayer de tirer un intérêt collectif avec des intérêts divergents. Bref, la dernière intervention qui vient de se faire là, par rapport à la prise en compte des premiers acteurs et des premiers experts du travail, ce sont bien les travailleurs. Ça, c'est quand même important et essentiel. C'est que dans toutes les initiatives, on ne peut pas les écarter de la réflexion. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Ce qu'a dit Mme Petzé, c'est qu'il y a des initiatives qui se font, y compris au niveau européen, et je l'avais soulevé au niveau régional, c'est que maintenant, il y a des actions au niveau primaire. Et ça, c'est important de faire prendre en compte les risques qu'on peut encourir dans sa vie quotidienne. Donc, dès l'enfance, faire prendre cette culture de prévention. Okay. Et à ce niveau-là, c'est quand même l'essentiel, je veux dire, dans tous les débats, c'est de revenir à cette question de prévention primaire. C'est-à-dire, on peut mettre un pansement, on peut mettre un tableau, mais on ne résoudra pas l'origine du problème, qui est l'organisation du travail, si on ne la transforme pas. Oui, sur les initiatives, moi, ce que je retiens de la session que j'ai animée, c'est que le territoire apparaît comme étant une nouvelle maille possible pour élargir les solutions. L'exemple de Bernard Caïssé sur pressing et agence de l'eau est intéressant. Et ce que dit aussi... je suis désolé, je connais un Jean-François Duterte et à chaque fois c'est Christian. Ce que dit Christian, c'est que le territoire, il ne préexiste pas, il est inventé, c'est un projet. D'ailleurs, on a assez peu parlé de c'était quoi ce territoire. Mais peut-être que le territoire, au bout du compte, c'est simplement, enfin j'allais dire simplement, c'est certainement pas de la géographie, en tout cas, faudrait pas, mais c'est peut-être l'existence de coopération entre acteurs, c'est ça qui fait territoire. Et à ce moment-là, moi je rejoins, Jean-François Caron aussi a attiré notre attention sur le fait que
lui, il estimait que si territoire égale coopération, c'est la question de l'agencement de ces acteurs-là. Et cet agencement-là, il nous disait, moi j'ai découvert que ça avait besoin de méthodes. Il fallait conduire un projet et ainsi de suite. Et donc, il y a de l'expertise à avoir. Et je me demandais si, effectivement, dans les initiatives, je ne sais pas si cette expertise, dans le cadre de formation, elle existe, si elle existe peut-être, j'en sais rien, hein, ou si elle est à créer, ou si cette notion de comment, pour faire territoire, mettre en place des coopérations d'acteurs. On a essayé de le faire, nous, en Basse-Normandie, c'est chronophage. Effectivement, ça demande une expertise particulière dont je ne sais pas si elle figure dans... elle est certainement transversale dans des cursus de formation, mais elle est peut-être à développer comme étant un point central ou faisant l'objet de modules de formation, je n'en sais rien, puisque je ne suis pas universitaire. Merci Joël. Il y a des envies de répondre, d'autres idées. Je me permets de couper simplement parce que je souhaite prendre du temps aussi pour remercier les personnes qui ont organisé ce colloque et je ne veux pas squeezer ce temps parce que c'est essentiel avant que tout le monde parte et ensuite on aura d'autres occasions, c'est tout le sens du projet de continuer de répondre, de voir comment on construit à partir de toutes ces idées. Donc je tiens, au nom de l'association Travail, Santé, Société, Territoire, et aussi de la revue Santé et Travail, qui est partenaire dans l'organisation de ce colloque, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation, et je pense aussi pouvoir dire à la réussite de cette journée, de ce colloque. Tout d'abord, les intervenants des 3 sessions, qui sont venus parfois de loin, pour apporter leurs témoignages, leur point de vue et donc participer et contribuer au débat, à la discussion et nous donner aussi tous ces fils déjà de pensée, d'idées qui nous permettent d'envisager la suite. Les animateurs aussi des 3 sessions qui ont préparé les débats et qui ont veillé aussi au bon déroulement de la journée. Alors quand on parlait du travail invisible, c'est effectivement... Ce n'est pas ceux qu'on voit le plus animés, le plus en activité une fois sur la tribune, mais derrière, c'est tout un travail qui se prépare depuis des semaines. Et donc, je tiens aussi à les remercier de leur soutien, de leur participation et de leur contribution. Je souhaite également remercier les membres du comité scientifique qui ont préparé, et quand je dis préparé, c'est qu'il y a eu des vrais débats, des vraies discussions aussi, qui nous ont permis d'ajuster les propos, d'ajuster aussi la dynamique des différentes sessions, les thèmes, les questions à traiter, et François Hubault qui en a coordonné l'animation de ce comité scientifique. Je souhaite aussi remercier Madame la sénatrice Annie David pour son soutien très important, pour l'accueil aussi dans ces lieux et également pour l'engagement et qu'elle vient aussi de renouveler dans le projet que nous souhaitons porter au sein de l'association. Donc merci beaucoup à vous. Je souhaite remercier également les membres du comité d'organisation de ce colloque. Donc c'est toute une série de personnes qui ont beaucoup contribué pour assurer les questions pratiques et avec une mention spéciale pour Zoé Michaud, qui est la collègue d'Athémis, qui a assuré la coordination administrative et ces dernières semaines, notamment toute la gestion des inscriptions. Et c'est pas simple, donc merci beaucoup à Zoé. Et une autre mention spéciale aussi pour Amélie Ancous, donc la collaboratrice de Madame David. Donc j'apporte mon remerciement aussi, parce que voilà, ça a été une vraie collaboration qui a été essentielle et qui a consacré aussi énormément de temps et d'énergie. Voilà, merci beaucoup.